Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à Kidal. Kidal, la rebelle, Kidal, plus que jamais la malienne. Que s'est-il donc passé ce week-end dans cette partie septentrionale du Mali à la faveur de la visite du reste normal d'un chef de gouvernement? Oui, Moussa Mara y était pour constater la présence de l'administration malienne et s'enquérir de leurs conditions de travail. Que s'est-il donc passé lors de cette visite? Comment les Maliens ont vécu le film de ce premier déplacement de Moussa Mara dans le Nord? Et comment réagissent-ils maintenant? Quelle est la situation militaire sur le terrain? Eh bien, où en sommes-nous avec les Maliens, les patriotes retenus en otage? Pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau spécial le premier d'une série, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeïle Bouboué Maïga. Monsieur le ministre, bonsoir. Oui, bonsoir. Le président du Conseil national des jeunes, Monsieur Mohamed Salia Touré. Monsieur, bonsoir. Monsieur le directeur général de l'administration du territoire, Moriba Sinayogo, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, sur ce plateau, la représentante des organisations féminines du Mali, Madame Boiré Bintou Founessamake, bonsoir. Chers invités, donc, merci d'avoir accepté ce déplacement et bienvenue dans ce débat qui est aussi retransmis en direct sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali et de la chaîne 2. Monsieur le ministre, on sait votre agenda très chargé. Avant donc de vous libérer, puisque vous avez encore plusieurs autres activités, d'autres préoccupations, avant donc de vous libérer rapidement, pourquoi la visite du Premier ministre dans le Nord maintenant? Puisque certaines langues, les mauvaises langues, disaient qu'elle n'était pas opportune. Qu'en est-il réellement, monsieur le ministre? Vous savez, c'est une question que je ne comprends pas chaque fois que j'en ai entendu parler. Le Premier ministre a décidé, dans le cadre des activités gouvernementales, de se rendre dans les 3 régions du Nord pour y constater le retour de l'administration, la reprise des activités économiques et encourager les représentants de l'État qui ont accepté, après plusieurs plaidoyers, de faire le déplacement. Parce que je dois rappeler que depuis la libération des régions du Nord, nos partenaires internationaux, les populations ont beaucoup insisté pour que l'État soit plus présent dans la vie des populations là-bas, pour y mener des activités, faire les actions de développement, asseoir la souveraineté de l'État aussi. Et c'est dans ce cadre que cette visite a été entreprise d'abord à Goundam, où il y avait la reprise de la route Gomakura-Tombouctou, puis à Kidal et enfin à Gao. Donc c'est une activité normale du gouvernement. Et du reste, on a pu constater ces derniers temps que le gouverneur à Kidal avait fait reprendre les activités de l'administration. Le ministère, je crois, de l'Emploi, et avec des jeunes volontaires, il y a beaucoup d'activités qui ont été reprises. Et le Premier ministre partait à Kidal pour encourager l'administration, les réconforter, parce que ce n'est pas un environnement facile, comme on a pu le constater avec le déroulement du séjour. Affirmer la présence de l'État, la responsabilité de l'État pour sécuriser les populations, sécuriser le retour de ceux qui veulent revenir, sécuriser aussi le processus de dialogue politique qui se met en place. Ces derniers temps, on a bien vu qu'il y a eu un défilé de plusieurs étrangers à Kidal. Et donc, on ne peut pas dire qu'il était plus légitime que des étrangers y aillent et que le Premier ministre du Mali ne puisse pas y aller. Donc, concrètement, c'est une visite mouvementée à Kidal particulièrement. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement sur le terrain, monsieur le ministre? Non, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, le vendredi, nous avons notre mission de précursion qui était constituée du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Action humanitaire et de moi-même. Nous n'avons pas pu atterrir à Kidal, donc nous avons dû venir à Gao. Pour éviter tout risque de confrontation ou de troubles, parce qu'on savait que la veille, il y avait eu des troubles, nous avons mis en place un schéma pour que le Premier ministre se rende donc à Kidal par hélicoptère et puisse atterrir directement au camp. Dans un premier temps, on avait pensé au camp des FAMA, et puis dans un second temps, finalement, comme les pilotes de l'aménagement disaient qu'ils n'avaient pas fait la reconnaissance de notre camp, donc c'était au camp 2. Alors, pour illustrer schématiquement la topographie, pour que, en particulier, le public bamakois, par exemple, comprenne bien, nous avons constaté que la partie de la ville
dans laquelle il y avait des risques de troubles à l'ordre public ou des troubles, des manifestations pouvant entraver le séjour de la délégation. Cette partie se trouve, si je prends Bamako, se trouve par exemple au Palais de la Culture. Et de l'autre côté, qui était un peu plus sous notre contrôle, il y a le gouvernorat, il y a donc nos camps, ce serait le CICB. Et donc, nous avons fait le choix de contourner la ville pour attirer, par exemple, le CICB. Donc, s'il y a des affrontements au CICB, c'est que c'est les gens du Palais de la Culture qui sont venus là-bas. Donc, ce qui s'est passé, donc, c'est que nous avons été clairement agressés, parce qu'avant l'arrivée même du Premier ministre, nos éléments avaient essuyé des tirs de la part d'éléments armés dans la ville. On avait même perdu à cette occasion un garde. Pendant tout le convoi du Premier ministre, il y avait eu des tirs. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi à la télé la réunion, les images de la réunion du Premier ministre avec les représentants de l'administration, on entend les tirs en arrière-fond. Alors, qui sont les véritables agresseurs du Mali? Parce que on a l'impression que le MNLA est complètement basé à Kidal. Aujourd'hui, on dit les mouvements armés, comme si on veut noyer le poisson. Qui est responsable de ça? Bon, il n'y a peut-être pas ça. Je pense que pour nous, la responsabilité du MNLA est clairement engagée, parce que quand même le MNLA qui avait manifesté son hostilité à la présence de la délégation, qui s'est fait appuyer après par d'autres éléments venant de tous ces mouvements, soit terroristes, soit narcotrafiquants. Et aujourd'hui, les bannières que nous avons en face de nos troupes à Kidal, à côté du drapeau du MNLA, nous avons les Fanions, de ACMI, de Ansardine, d'autres groupes. Monsieur le ministre, comment comprendre? Nous n'avons pas, pour nous, cette situation-là est très claire. Donc, s'ils étaient de manière sincère engagés dans un processus politique, je ne vois pas pourquoi ils ont pu avoir recours à des moyens militaires pour manifester d'abord leur position, et en plus clairement pour agresser les gens. Parce que si sur le plan militaire ils étaient parvenus à leur fin, ils ont quand même tiré sur le bâtiment pendant qu'il y avait la réunion. Justement. On avait pris des dispositions pour sécuriser le site de la réunion, et pendant le transfert, à un moment, donc, le Premier ministre était parti pour essayer de prendre l'avion. Et c'est pendant ce moment-là que nos éléments qui étaient en position au niveau du gouvernorat se sont repliés au camp pour renforcer le camp dont certains éléments étaient allés à l'aéroport. Et c'est pendant cette période qu'après avoir balancé une roquette sur un de nos engins qui était garé, qu'ils ont pénétré dans le gouvernorat où ils ont pris en otage des civils désarmés, et donc malheureusement ils ont assassiné 8 au moins, parce que pour le moment il y a 8 corps qui ont été remis hier par la MINUSMA, et donc c'est essentiellement les préfets, des sous-préfets. Alors vous avez dit, monsieur le ministre, c'est le MNLA qui était sur le terrain. Alors comment comprendre que malgré la présence des militaires maliens, de la MINUSMA, des forces françaises, qu'on en soit arrivé à ces événements tragiques-là? Vous savez, chacun est dans son rôle. Nos forces partenaires ont leur rôle, nous avons les nôtres, et nous avons des responsabilités différentes. Je dois dire que pendant le séjour du Premier ministre dans notre camp, comme il a dû passer la nuit, nous avons été appuyés aussi par les forces de Serval pour sécuriser leur séjour pendant la nuit. Vous savez, on n'est jamais à l'abri de ces choses-là. Et puis, on pensait bien qu'il pouvait y avoir des manifestations, en particulier comme cela était devenu une habitude de femmes, d'enfants qui sortent pour empêcher les avions d'atterrir. Mais on ne s'entendait pas à une telle volonté d'affrontement. Bien sûr, nous avions pris des mesures pour faire face, mais on ne pensait pas qu'ils auraient poursuivi jusqu'à se livrer à une prise d'otage et à un assassinat de plusieurs personnes. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, quelle est la situation militaire sur le terrain? Est-ce que nos troupes ont été renforcées et ce que je peux vous dire sur le plan militaire, c'est que dans l'appréciation de la situation, nous avons observé que ils ont reçu beaucoup de renforts venus d'un peu partout, soit des renforts venus d'Acmi, des renforts peut-être du Moujao. Enfin, en tout cas, on a vu qu'il y a plusieurs, peut-être entre 20 et 30 véhicules
qui ont rallié Kidal, la périphérie de Kidal, et dont les bannières flottent. Et nous, bien sûr, nous avons pris aussi des mesures pour renforcer nos positions, parce que de manière claire, pour nous, l'État ne peut pas demander aux administrateurs de regagner leur poste, déployer ses services, exprimer sa volonté d'asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire malien dont Kidal, et que nous ne soyons pas en capacité d'assurer la sécurité des uns et des autres. C'est pour ça que dans le cadre de l'accord préliminaire de Ouagadougou, le volume des effectifs que nous pouvions déployer sur Kidal avait été limité à un certain nombre, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons pris la décision, puisque nous considérons que ceux d'en face ont pour le moins violé l'accord de Ouagadougou. Nous considérons que nous avons la responsabilité d'accroître nos effectifs, d'accroître nos capacités, pour d'abord assurer la sécurité des forces que nous déployons, et puis assurer la sécurité et de l'administration et des populations, et faire en sorte que la situation sociale soit la moins troublée possible, pour laisser plus de chance au processus de dialogue politique qui va s'instaurer. Et voilà, parce que si on laisse... Est-ce que ce déploiement est déjà effectif? Quand nous nous déployons, nous sommes aujourd'hui en mesure d'assurer notre sécurité et celle des services de l'État. Est-ce que cette décision est en parfait accord avec les partenaires impliqués dans la résolution et la gestion de ce conflit? Nous, ce qui nous concerne pour aujourd'hui, c'est notre responsabilité à nous. Et notre responsabilité à nous, c'est d'assurer la sécurité des éléments que nous déployons et d'assurer la sécurité et des populations et de l'État dans cette partie du territoire, et asseoir, là également, contribuer à asseoir la souveraineté de l'État, sans que cela porte un préjudice au processus politique, parce que là aussi, je pense que le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble des Maliens ont clairement affirmé l'option d'un dialogue pour avoir une paix qui repose sur un accord politique inclusif, et qui prendrait en compte non seulement les attentes, les aspirations, les revendications même des populations des régions du Nord, mais qui pourrait aussi correspondre aux aspirations de la totalité des Maliens. Alors, on vous s'est très chargé, monsieur le ministre. Une dernière question. Au regard de la gravité de la situation, faut-il penser à un retrait de l'administration? Comment concrètement ça va se passer? Pourquoi? En fait, vous savez, souvent, beaucoup sont étonnés de la subite radicalisation de l'attitude des acteurs des mouvements, et se demandent quelle est la raison de cette radicalisation et de la collusion qu'on observe entre eux et des mouvements terroristes, djihadistes ou liés au narcotrafic. Je pense que ce qui les fédère, eux tous, c'est qu'ils ne veulent pas d'État dans cette partie de notre territoire. Ils ne veulent pas ni d'un État national, ni d'une représentation d'un État national, ni même d'une puissance publique internationale, parce que il y a ceux qui sont dans des velléités de séparatisme politique et ceux qui souhaitent que cette partie reste le nœud vital par lequel passent tous les trafics qui les alimentent. Et tant qu'on ne fera pas la connexion, et on ne va pas réaliser que cette connexion est permanente entre les mouvements terroristes, les mouvements mafieux, et tant qu'on ne prendra pas cela en compte, on ne peut pas comprendre aussi un peu toute leur action, parce qu'ils veulent tous sanctuariser cette partie de notre territoire, et dans tous les cas, ça restera un défi permanent pour l'État que nous devons relever, mais un défi permanent aussi pour l'ensemble de nos partenaires régionaux et extra-régionaux, parce qu'on a bien vu que tous ces groupes participent aussi à la déstabilisation de l'ensemble de nos États. Alors, vous croyez, toute dernière question, que c'est ça la stratégie militaire aujourd'hui? Est-ce que militairement aujourd'hui on peut asseoir notre présence sur le territoire de Kidal? Ce que je peux dire, pour ce que je sais de nos capacités, nous sommes en mesure de faire face à nos responsabilités et à nos missions. C'est ça que je peux dire.
Monsieur le ministre, merci pour cet agenda chargé. On vous sait très, en tout cas, chargé. Merci d'avoir répondu à nos questions. La suite de ce débat, donc, avec le reste de nos invités, notamment Monsieur Sinaego, qui est le directeur général de l'administration du territoire, Monsieur Mohamed Salia Touré du CNJ et Madame Bouaré Bintoufouné Samake. Alors, on va aller rapidement avec vous, Monsieur Sinaego. Aujourd'hui, quelle est la situation des otages? Combien sont-ils? Qui sont-ils? Merci. Je voudrais, avec votre permission, rendre hommage aux administrateurs tombés sur le front. Comme le ministre de la Défense l'a dit, ils sont au nombre de 6. Vous avez le préfet de Tinesako, vous avez le préfet de Kidal, le préfet adjoint de Tessalit, le préfet adjoint de Kidal, le sous-préfet de Bouressa et le sous-préfet de Tinzawaten. Ça fait 6. Je voudrais vraiment leur rendre un hommage et surtout exprimer toute la douleur de la représentation de l'État. Comme le ministre l'a dit, nous sommes comme des militaires. Nous sommes également en mission commandée. Vous savez, quand on réclame le retour de l'administration sur le territoire, ça dépend de notre organisation du territoire. Parce que nous avons dit que le territoire est organisé en circonscription administrative. Et à la tête de chaque circonscription administrative, vous avez un fonctionnaire nommé par l'État qui a le nom des représentants de l'État. Donc il a des missions essentielles. D'abord des représentations, des contrôles de légalité, de veiller à la mise en œuvre des politiques publiques de l'État et de veiller à la coordination. Et c'est lui également qui est responsable des relations de l'État avec les collectivités. Vous voyez que le représentant de l'État, le gouverneur, le préfet et le sous-préfet, vous voyez qu'ils jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique de l'État au niveau de leur territoire donné, que nous appelons circonscription administrative. Alors, ces représentants de l'État tombés sur le champ de l'honneur, est-ce qu'aujourd'hui, à ce stade, vous avez pu aviser toute leur famille? Comment concrètement ça se passe cette situation? Bon, au moment où je vous parle, toutes les familles qui sont à Bamako ont été avisées. Le ministre a mis une délégation pour se rendre dans les familles de ces préfets, sous-préfets et préfets adjoints pour donner l'information et la bonne information. Comme le ministre l'a dit et comme vous-même l'a dit, vous savez, dans ces choses-là, il y a toutes sortes d'informations qui circulent. Donc, de la manière la plus officielle, le ministre a fait déplacer la délégation qui s'est rendue dans les familles et qui a fait un geste pour les sacrifices et tout ce qui peut être comme des besoins immédiats de la famille qui sont restés après nos collègues. Donc, pour revenir à la situation des otages, ils sont 30. Ils sont 30 et... Est-ce que le gouverneur fait partie des otages? Non, le gouverneur ne fait pas partie. C'est-à-dire, après le départ du Premier ministre et sa délégation, les cadres étaient au niveau du gouvernorat pour le débriefing. Parce qu'on le fait après le passage du président de la République, du Premier ministre, des grandes personnalités. Généralement, le représentant de l'État plus quelques directeurs se réunissent pour faire le débriefing et faire l'évaluation de la situation. Et ceux qui étaient restés au gouvernorat, c'est eux qui ont été pris. Ça veut dire qu'en dehors des décédés que je viens de signaler, et des 3 personnes, c'est-à-dire le CAJ, le conseiller au développement et le sous-préfet d'Abébara, tous les autres font partie de cet effectif de 30 personnes qui sont gardées actuellement au niveau du gouvernorat de Tombouctou. Alors, est-ce que vous avez pu vous enquérir de leurs conditions de détention? Bon. Qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour libérer ces otages-là? Bon, par rapport à ce qui est fait, il y a des dispositions sont engagées sur le terrain pour pouvoir au moins libérer les otages. Vous savez que les 3 blessés ont été rendus et très prochainement, moi je suis sûr, très optimiste là-dessus, peut-être qu'il y aura une partie du personnel pris en otage qui va être libéré et je suis sûr que les négociations allant,
on pourra arriver à nos fins et c'est carrément le crédit du gouvernement. Il faut absolument libérer les personnes qui sont détenues. C'est ça la priorité aujourd'hui au niveau de l'administration territoriale. Madame, que peuvent les femmes aujourd'hui pour obtenir la libération de ces otages-là retenus à Kidal? Les femmes du Mali, nous avons été vraiment très attristées par la situation à Kidal parce que c'est des assassinats qui se sont produits dans cette localité. Et ce matin, les associations de la société civile se sont réunies pour lancer un appel à tous les acteurs, d'abord aux femmes du Mali, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est ou de l'est, pour ne pas se laisser embobiner. C'est vrai, le constat a été que ce sont des femmes et des enfants qu'on a mobilisés pour envahir le tarmac. Ça veut dire que ces femmes qui ont été mobilisées, ces enfants qui ont été mobilisés, ne saisissent même pas les enjeux de l'appartenance à la nation Mali. Et on joue sur leur ignorance, sur leur incapacité à appréhender les enjeux pour les mobiliser et les amener à pouvoir empêcher un État légal à pouvoir jouer son rôle régalien. Oui, mais vous êtes la représentante des organisations féminines du Mali. Est-ce que cette représentation, est-ce que vous êtes représentée au niveau de Kidal et que fait votre représentation régionale sur place? Nous sommes représentés au niveau de Kidal et on avait même nos délégués qui étaient dans la salle. J'ai vu nos délégués, notamment la présidente de la CAFO qui était dans la salle et qui était venue vraiment à la rencontre du Premier ministre pour pouvoir vraiment témoigner leur appartenance à l'État malien. Et ensuite, nous avons encore lancé des appels à ces acteurs, c'est-à-dire au MLA, à tous ces gens-là, qui vraiment sont en train de faire une violation très grave des droits de l'homme. Et nous avons condamné cette situation avec la dernière rigueur. Nous avons dit que nous accompagnerons l'État malien dans sa recherche de la paix et dans la réconciliation. On y reviendra notamment concrètement par quels moyens. J'aimerais bien poser la même question à monsieur Touré. L'impression qui se dégage quand on voit les images de protestation, notamment contre l'arrivée des officiels sur place, on a l'impression que c'est toute la jeunesse de Kidal qui se mobilise et qui est derrière cette protestation. Concrètement, que faites-vous sur le terrain pour au moins appuyer les efforts de l'État en la matière? Oui, je voudrais dire aussi que tout comme les femmes, la jeunesse aussi, nous avons été très indignés et nous avons manifesté depuis hier jusqu'à aujourd'hui toute l'incompréhension qui est la nôtre et toute l'humiliation que nous avons vécue ces derniers jours face à cette situation au niveau de Kidal. Nous disons qu'il est inadmissible que Kidal continue à échapper à l'exercice de l'autorité de l'État. Pour la simple raison que Kidal n'est pas une région qui est ailleurs, mais Kidal est une région qui se situe sur le territoire national. Et une visite comme celle du Premier ministre, si c'est à refaire, vous êtes d'accord? Voilà, nous ne comprenons pas ça, qu'un Premier ministre avec des ministres, avec les commis de l'État pour aller dans une mission comme ça, s'enquérir des conditions de vie des populations, et qu'une mission comme ça ne puisse pas atterrir ou atterrisse dans des conditions difficiles où on dénote après des morts, j'avoue que c'est incompréhensible. Et j'ai dit, cette solidarité formidable, solidarité internationale, bien entendu, dont notre pays a bénéficié en janvier 2013 au déclenchement de l'opération Serval, et nous l'avons tous applaudi. Mais aujourd'hui, l'incompréhension que nous avons, c'est au niveau de la communauté internationale. Nous ne comprenons pas que cette communauté internationale, avec la France en tête, ne puisse pas rester derrière la ligne tracée par les autorités. Quelle est cette ligne? Quelle est cette ligne-là? La ligne, c'est que j'ai dit, depuis des autorités légitimes ont été élues, sont à la tête de l'État, et ont leur agenda par rapport à la gestion de cette crise-là. Et donc, la communauté internationale se doit d'appuyer les efforts de l'État dans ce sens, et ne pas faire en sorte que ces efforts soient dispersés. Et donc, c'est cette indignation qui nous a gagné, c'est cette incompréhension qui a gagné la jeunesse. C'est pourquoi hier, nous nous sommes retrouvés au siège du Conseil national de la jeunesse pour une grande assemblée générale d'information. Ensuite, après, nous nous sommes transportés à l'aéroport, sous la pluie, braver la pluie, pour aller à la rencontre du Premier ministre, lui réaffirmer effectivement le soutien de la jeunesse
et dire que la jeunesse malienne, nous sommes derrière nos autorités en la matière. Ce matin également, nous nous sommes réunis devant l'ambassade de France, pas pour insulter quelqu'un, pas pour envoyer des messages de violence. Non, nous nous sommes réunis devant l'ambassade de France pour dire à la France que nous ne comprenons pas sa position. Sa position, elle est ambiguë. Et il faut que la France clarifie sa position. Je suis sûr qu'elle est là pour nous aider. Et si elle est là pour nous aider, elle doit s'aligner derrière les efforts de notre État. Et nous continuons encore en termes de perspective, je vais profiter pour le dire. Demain matin à 8h, nous nous retrouvons encore devant l'ambassade de France. Et je lance un appel à l'ensemble de la jeunesse malienne, que ce soit à Bamako ou à l'intérieur du Mali, à sortir demain massivement dans toutes les régions, dans tous les secteurs, dans toutes les communes, qu'on se mobilise pour dire que la jeunesse, nous prenons cette situation à bras le corps et c'est inadmissible. Et je demande à l'ensemble de la société civile également, aux hommes politiques. Alors comment réussir cette mobilisation-là tout en sensibilisant les populations afin d'éviter des débordements? Parce que le problème, c'est un peu ça. Vous avez une forte capacité de mobilisation, mais quelques difficultés au niveau de l'organisation. Que comptez-vous faire pour éviter effectivement des débordements lors de ces manifestations? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, mes camarades sont au siège du Conseil national de la jeunesse pour élaborer les messages, pour faire en sorte que ce n'est pas des messages violents qui soient circulés et qui vont être circulés. C'est vraiment des messages de paix, lancer un appel à l'apaisement. Donc vous voulez dire à la jeunesse, en face de la jeunesse, exactement, sortez, mais ne cassez pas et ne faisons pas l'amalgame, ne nous disons pas que tous ceux qui ont la peau claire sont contre le Mali. Non, pas du tout. Nous avons des Touaregs qui sont parmi nous, qui sont de Kidal, mais qui continuent à être pour le Mali. Donc ne faisons pas cet amalgame, ne nous laissons pas emporter par des discours de violence, etc. Mais nous sortons pour affirmer notre appartenance à notre État et dire que nous sommes derrière nos autorités. Et c'est à cela que je convie la jeunesse malienne. On vous a vu fortement mobilisé, hein, madame, les jeunes, les femmes. C'est toujours comme ça, à chaque fois que dans le feu de l'action, on voit effectivement cette réaction ou cette mobilisation spontanée des femmes et de la jeunesse, mais juste après ces événements-là, eh bien, la mobilisation baisse en intensité. Est-ce que finalement, c'est finalement une meilleure façon d'aider les pouvoirs publics à parvenir à leur fin, notamment le règlement définitif de cette crise? Est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que cette mobilisation ne baisse pas? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement aujourd'hui pour cela? Absolument. Nous sommes en contact avec nos structures au niveau de la base, de l'intérieur, pour faire en sorte que l'intensité de ce mouvement effectivement ne baisse pas. Parce que nous avons constaté effectivement qu'au moment de l'occupation, nos efforts se sont dispersés. C'est parti dans tous les sens, ça faisait plusieurs coups de bâton dans l'eau qui ne faisaient pas d'effet. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse l'union sacrée autour de ce pays. Que chacun regarde, qu'on aille au-delà de nos considérations politiques, religieuses et tout ce que vous voulez, mais qu'on voit le Mali. C'est le Mali qui est aujourd'hui en jeu et nous devons effectivement faire tout pour le Mali. Et c'est ce message, je pense que si nous continuons à porter des messages comme ça, la jeunesse, en tout cas, nous, de ce que nous avons décidé, nous resterons mobilisés jusqu'à ce que cette situation de Kidal soit totalement réglée. Madame, une conjonction des efforts avec la jeunesse est possible? C'est le même message. Lorsque ce matin, nous nous sommes réunis, nous avons dit que vraiment, il est grand temps de ne plus relâcher. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des événements, nous rebondissons tous sur cet événement et après, les efforts s'estompent. Nous nous sommes dit qu'il faut que nous restons mobilisés et que cette mobilisation, elle va continuer. Même s'il faut 2 ans, 3 ans, nous nous sommes donné vraiment cet engagement aujourd'hui à la plateforme des femmes pour dire que les femmes du Mali vont s'engager. Des actions vont être planifiées dans le temps et vont être réalisées effectivement pour que nous puissions vraiment trouver une solution durable à cette situation de Kidal. Dans l'immédiat, on a vu les jeunes, mais pas les femmes. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir? Aujourd'hui, nous avons lancé un appel. Un appel, comme je vous l'ai dit, à tous les acteurs, que ce soit la MINUSMA, que ce soit l'opération Serval, que ce soit le MLA et les différents belligérants, à l'État malien aussi. Nous avons invité tous les acteurs à pouvoir tout d'abord taire les armes, à aller vers cette réconciliation. Mais aussi, nous avons fermement condamné ce qui s'est passé à Kidal. Et nous avons invité à ce qu'on puisse vraiment diligenter une enquête internationale pour situer les responsabilités. Et dans le futur, ce que nous planifions, c'est tout d'abord
de pouvoir faire une déclaration des femmes du Mali. Parce que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, nous sommes dans la collecte des informations. Vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui se disent. Nous devons rencontrer le Premier ministre. Peut-être il y a une délégation de femmes qui est en train de rencontrer le Premier ministre pour nous enquérir réellement de ce qui s'est passé. Et ensuite, nous allons élaborer des messages, des documents. Non seulement nous allons nous adresser aux Nations Unies pour pouvoir diligenter la commission d'enquête, ça c'est d'un. De deux, nous allons voir quel est le niveau de la négociation des otages. Nous avons demandé au MLA de libérer les otages sans condition. Ça, sans aucun préalable. Il faut qu'ils libèrent ces otages parce que ceux qu'ils ont pris en otage, ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Donc, ces gens ne doivent pas être retenus comme des otages. Bon, très bien. Voilà. Alors, M. Sinayogo, est-ce qu'une telle mobilisation peut aider les pouvoirs publics à libérer les otages le plus rapidement possible? Ça peut être un très bon levier pour le gouvernement parce que les jeunes et les femmes, c'est la couche profonde du peuple. Donc c'est pour dire que l'acte qui a été commis à Kidal a touché les Maliens dans leur âme. Et comme les femmes l'ont dit, nous aussi, au niveau du ministère de l'administration territoriale, après les militaires, nous avons payé un lourd tribut durant toutes les rébellions. Nous avons payé un lourd tribut. Mais cela ne nous a pas découragés. Quand il s'est agi de retourner au nord pour occuper notre place, nous sommes allés. Nous sommes allés. Et parce que nous pensons que l'État commence par nous d'abord. Et je voudrais vous assurer que cet engagement a été encore affirmé aujourd'hui par les 2 syndicats du département. Ce qui vient de se passer ne découragera jamais les administrateurs. Nous allons assumer notre rôle jusqu'au bout. Nous sommes en mission commandée, que tu sois à Kidal ou bien que tu sois à Bamako ici, dans cette mission, tu peux être victime d'agression. Nous sommes conscients de cette situation et seulement nous demandons que la protection. C'est pourquoi il y a une importante réflexion à notre niveau par rapport à la sécurisation des représentants de l'État. Les représentants de l'État. Les représentants de l'État. Il faut que les représentants de l'État soient sécurisés. Et nous disons au peuple malien que nous avons été formés, nous sommes les administrateurs de ce pays, et nous pensons que l'État, c'est nous. Et nous, en ce titre, l'engagement a été renouvelé par le syndicat devant le ministre, que nous sommes prêts. Cela ne veut pas nous décourager, même si demain on doit aller retourner encore tenir le poste. On va le faire pour la patrie. Pour la patrie. Alors, dernière question, on est presque à la fin de cette émission. Monsieur Touré, comment voyez-vous l'évolution de la situation après ces événements-là? Est-ce que vous pensez à un règlement rapide de la situation, de la crise? Oui, je pense que si nous restons mobilisés, très vite, la situation va évoluer. Je sais que nos autorités sont engagées à cela, de jour comme de nuit, pour trouver une solution. Nous restons mobilisés derrière ces autorités-là pour les aider effectivement à avoir une solution. Mais il faut que la jeunesse se mobilise. Absolument, madame, votre point de vue. Nous pensons que chaque acteur doit jouer sa partition ici. La MINUSMA doit jouer sa partition, l'opération Serval, mais aussi les autorités maliennes. Nous pensons que la synergie de ces 3 acteurs peut nous amener à aller vraiment vers le dénouement de cette situation à Kidal. Mais il y a des situations qui prêtent à équivoque. Hier à Kidal, la MINUSMA, aujourd'hui à Gao, nos membres qui sont sur le terrain nous ont dit que vraiment les populations à Gao en veulent vraiment à la MINUSMA. Nous pensons que le mandat de ces acteurs, la MINUSMA, l'opération Serval, doit être largement diffusé pour que les populations soient imprégnées de leur contenu et qu'ils jouent vraiment leur rôle. Et voilà ce que nous voulons vraiment dire aux femmes, et le message que nous voulons lancer aussi, c'est que chaque acteur puisse jouer sa partition sans équivoque. Alors, une dernière question, M. Sinayogo, pour boucler donc cette émission. Vous confirmez ici sur ce plateau que malgré ces récents, disons cette tragédie, les agents de l'État continueront à assumer leur mission partout sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez, comme je l'ai dit, l'État c'est nous. C'est la représentation de l'État. Ces préfets, ces sous-préfets que vous voyez,
il représente les membres, chaque ministre et le président de la République. Il faut qu'eux, ils soient pour diriger l'action de l'État. Il faut qu'ils soient dans les circonscriptions administratives. C'est par eux que l'action de l'État... Carrément, ils coordonnent l'ensemble des services déconcentrés de l'État, à l'intérieur de leur circonscription administrative. Et également, c'est eux qui sont responsables des relations avec les collectivités, en termes d'assistance, en termes de conseil, en termes de contrôle de l'égalité. Donc, ils sont incontournables, c'est l'État lui-même. Et c'est pour comme si vous dites que l'État ne doit pas. Moi, je me considère comme ces représentants de l'État, ils doivent être là pour assumer pleinement. C'est quelques faits regrettables qu'il faudrait déployer, ne les ont pas déjà passés, à commencer depuis longtemps. Mais encore, ils étaient encore à Kidal. C'est une mission commandée. Comme pour les militaires, c'est sûr que les administrateurs ici répondront présents. Voilà ce que je veux dire. Merci, chers invités. C'est la fin donc de ce plateau spécial. Merci de l'avoir suivi. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Le second plateau, cette fois, sur quelle justice et quelle réconciliation au Mali. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir.